Marc et Jocelyne. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle. Ils étaient mari et femme, un couple apparemment ordinaire, apparemment seulement, car ce couple était pervers, diabolique, au-delà de toute raison. Pendant l'hiver 1986, à travers toute la France, ils ont semé la terreur, au point qu'à un moment, près de 1000 policiers et gendarmes étaient à leur recherche. Et que reproche-t-on au couple Bourdin-Fasquelle d'avoir enlevé, séquestré, violé, torturé et par 2 fois tué des femmes? Elle les ligotait, lui les violait. Elle prenait des photos et manifestement un certain plaisir. Et quand il ne tuait pas leur victime, il lui payait un billet de train pour qu'elle rentre chez elle. Pervers jusqu'au bout. 11 février 86, Vic en Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées. Il est un peu plus de 21h. Geneviève Tujag appelle son mari depuis une cabine téléphonique située sur la place du village. Elle a 27 ans, elle est kinésithérapeute. Elle ne voit pas qu'une Renault 25 s'approche de la cabine. Je suis sortie de la cabine et quelqu'un m'a mis un pistolet sur la tempe. J'ai hurlé, j'ai suivi cet homme qui m'a ordonné de le suivre et je suis montée dans une voiture où il y avait 2 autres femmes dans la voiture. J'étais complètement effrayée et ils me disent de la fermer, de me taire. La voiture démarre en trombe. C'est l'une des femmes qui est au volant. L'homme au pistolet est assis devant, à côté d'elle, et pointe son arme sur Geneviève, qu'on a installée sur la banquette arrière, aux côtés de la 2e femme. Je ne comprends pas du tout qui sont ces 2 femmes, surtout que celle qui est au volant, je ne la vois pas trop, mais celle qui est à l'arrière, elle est terrifiée. Je la vois terrifiée. Geneviève Tujag vient d'être enlevée. La conductrice et l'homme au pistolet sont complices. L'autre femme est sans doute otage, elle aussi. La voiture roule, pendant 2 heures au moins. Elle n'emprunte que des chemins de campagne. Et finalement, elle s'arrête dans un lieu isolé. Je décide de relâcher ma voisine de voiture, il l'appelle la vieille, on va la relâcher. Et je comprends alors qu'il la relâche pour me garder à moi. Geneviève Tujag est maintenant seule avec ses ravisseurs. Je le vois sortir de la voiture, aller dans le coffre, prendre des liens et là je crois qu'il va m'étrangler. Là j'ai vraiment une peur panique. Et puis finalement c'était pour m'attacher les mains dans le dos. La voiture redémarre. C'est toujours la femme qui est au volant. Après plusieurs heures d'errance, elle s'arrête en pleine forêt. Le calvaire de Geneviève commence. Je vais être violée à l'arrière de la voiture. Pendant le viol, il me menaçait de son arme, ce qui fait que j'étais obligée d'être soumise et de me laisser faire. Pendant ce temps, impassible, sa complice reste assise à l'avant de la voiture. C'était humiliant déjà de la voir à côté et que c'était dégradant et je ne comprenais pas qu'elle assiste sans rien dire. Elle aurait pu au moins une fois dire arrête, ça suffit, mais ce n'était pas le cas. Après des heures de supplice, l'homme relâche enfin la pression. Geneviève est autorisée à se rhabiller. Et au petit matin, la voiture reprend la route. Il cherchait un endroit toujours tranquille. D'ailleurs, à un moment donné, dans une petite route, on a croisé une voiture de gendarmerie. Ils les appelaient les Bleus. Alors vite, ils ont changé de direction. Ils ne voulaient surtout pas, ils l'ont dit, on évite les Bleus. Et donc, ils cherchaient des endroits discrets. Malheureusement, dans la matinée, il m'a violée à nouveau. Il m'a même dit à un moment donné, je pourrais t'attacher là contre un arbre et on ne te trouverait pas, puisque la forêt est très dense, on ne te trouverait pas. Finalement, Geneviève Tujag parvient à engager le dialogue avec ses agresseurs. On
va parler de choses et d'autres. Et à un moment donné, je vais même leur demander s'ils ont des enfants. Ils me disent qu'ils ont un fils. Et je vais même leur dire, est-ce que votre fils est au courant de ce que vous faites? Et là, ils ne me répondent pas. Personne n'a mangé depuis la veille. Alors, toujours en empruntant de petites routes, on se met à chercher un restaurant. Il m'envoie d'abord moi pour voir s'il n'y a pas des gendarmes dans la salle de restaurant. Et ensuite, le repas va se passer paradoxalement assez tranquillement. Je n'ai pas donné l'alerte parce que de toute façon, il m'avait demandé de ne pas faire la maligne, comme il disait, et de ne pas chercher à donner l'alerte. Et donc, si je restais calme, qu'il me relâcherait. Et les ravisseurs tiennent parole. Après le repas, le couple raccompagne Geneviève à la gare du village. Juste avant de me libérer, ils m'ont menacé et ils m'ont dit surtout ne dis rien aux gendarmes parce qu'autrement on te retrouvera et j'ai peur à cause de ça. Voilà donc Geneviève sur le quai de la gare, un billet en poche pour rentrer chez elle. Et au moment de partir, elle m'embrasse et elle s'excuse du mal qu'elle m'a fait. C'est complètement hallucinant et je n'en reviens pas de cette soi-disant gentillesse, puisqu'il faut dire les choses, c'est incroyable qu'il m'ait acheté un billet, qu'il m'ait relâché, donc je sois vivante et qu'en plus il me paye le billet de train pour que je rentre chez moi. Arrivée à Mont-de-Marsan, Geneviève Tujag donne l'alerte. Christine Cazenadar, vous êtes le juge d'instruction qui est saisi de l'enlèvement de Geneviève Tujag. Quand vous découvrez son histoire, incroyable, vous la croyez tout de suite? L'histoire de Geneviève Tujag est en effet incroyable, mais ses déclarations vont se révéler très rapidement extrêmement crédibles. D'abord parce qu'il s'agit de déclarations qui sont très détaillées, parce qu'elle va décrire ses agresseurs, cette femme, cet homme, l'arme avec laquelle elle a été enlevée, et également parce qu'au moment où je suis saisie du dossier concernant Geneviève Tujag, j'ai également un autre dossier qui concerne une autre victime qui a décrit les mêmes choses. Nous savons qu'elle a été violée dans des circonstances particulièrement difficiles, et qu'elle a été menacée avec une arme, qu'elle a été enlevée, et que grâce à sa façon de discuter avec ses agresseurs, avec cette femme, avec cet homme, eh bien, elle va réussir à se faire relâcher, comme l'a fait Geneviève Tujag. Est-ce que, au-delà de ces deux cas dont vous êtes saisi, vous avez dans l'idée qu'il y a eu d'autres crimes à ce moment-là ou pas? Pour vous, il n'y a que deux cas? Au moment où j'ai eu le dossier m'a été transmis concernant donc ces deux victimes. Le couple était recherché par toutes les polices et par la gendarmerie, plus particulièrement en zone rurale. Donc nous savions, les enquêteurs savaient depuis quelque temps, mais un temps très bref, que ce couple était en train d'écumer la France et qu'il était en train de circuler dans le sud-ouest. L'odyssée sanglante du couple pervers a commencé 1 mois et demi plus tôt, entre Noël et le jour de l'an, exactement le 27 décembre 1985, à 500 km de là, en Charente. Martine Rénéric, une jeune femme de 25 ans, a passé une annonce pour un emploi d'ambulancière. Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin la contactent sous un faux nom. Monsieur et Madame François-Xavier de Pontieux, propriétaires d'une société d'ambulance. Rendez-vous est pris à la gare de Barbezieux. Michel Rénéric, le père de Martine, accompagne sa fille. Pour faire connaissance, tout le monde décide de dîner au restaurant.
L'ambiance est chaleureuse et à l'issue du repas, vers minuit, Michel Renéric, rassuré, rentre chez lui près de Pau, à 500 km de là. Martine, elle, part en voiture avec ses nouveaux employeurs pour ce qui devrait être sa première nuit de travail. Alors, une fois arrivé au domicile, très rapidement, l'ambiance a changé de ton. L'homme lui a braqué un pistolet et à partir de là a commencé le long moment de calvaire de Martine Renéric. Marc Fasquelle lui enfonce violemment un chiffon dans la bouche. Puis aidé de sa femme, il arrache ses vêtements, un à un. Elle est violée, elle est notamment attachée avec des liens sur les 4 membres, écartelée par ces liens. Elle va être sodomisée avec notamment des bougies. Tout cela a été particulièrement violent. Elle est violée par l'homme, mais il est assisté avec une complicité étrange par son épouse. Pendant des heures, Martine Renéric est violée, battue, humiliée par l'homme, sous le regard de la femme. Elle a incité son mari à poursuivre ses violences sur Martine en lui disant « Mais vas-y, ne prends aucun égard, tu vois bien que c'est une salope. » Sous la torture, Jocelyne Bourdin extorque à Martine Renéric son code de carte bleue. Au petit matin, elle va retirer de l'argent au distributeur, laissant son mari seul avec sa proie. C'est à ce moment-là que l'homme s'est calmé, et s'est calmé notablement d'ailleurs pendant le départ de l'épouse. À son retour, Marc Fasquelle détache sa victime et Jocelyne Bourdin lui rend ses vêtements. À la fin des viols et des violences, elle a été menacée par le couple en lui disant qu'il disposait, il connaissait sur elle un certain nombre d'éléments, et notamment sa famille, il pouvait identifier sa famille, et que si elle parlait, effectivement, sa famille serait menacée. Au matin, le couple fait ses bagages. Étrangement, l'homme et la femme se tournent vers Martine Renéric et lui proposent de prendre un verre avant de partir, une bière. Et c'est là que Jocelyne Bourdin demande à Martine si elle accepterait de poser pour des photos pornographiques. Finalement, vers 8h, après avoir chargé la voiture, le couple raccompagne Martine à la gare de Barbezieux. Marc Fasquelle s'excuse, lui donne de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter un billet de train. Martine Renéric, lorsqu'elle est arrivée à Bordeaux, s'est précipitée dans le premier commissariat de police venu pour dénoncer les faits dont elle avait été victime. Et très vite, elle a été prise en charge par les gendarmes, examinée par un médecin. Martine Renéric est en état de choc, mais pour les gendarmes, il est urgent de retourner avec elle sur les lieux de son supplice. Alors, dès que nous avons localisé effectivement le gîte rural, c'est la première chose, oui. C'est de tout de suite essayer de voir s'il y avait déjà quelqu'un, si le fameux couple signalé était toujours là. Et aussitôt, on a compris que la voiture n'était plus là, que le gîte était vide. Vide ? Peut-être. Mais le couple a laissé derrière lui des indices. On a retrouvé plusieurs éléments, plusieurs indices qui confirmaient les dires de la victime, tels que la présence de bougies, de cordelettes, la description des lieux, effectivement, correspondait, et quelques documents écrits. Les gendarmes savent aussi maintenant que le couple roule à bord d'une Renault 25 de couleur foncée. Grâce au témoignage de Martine Renéric et de son père, ils parviennent à dresser
2 portraits robots. La femme est brune, plutôt corpulente. L'homme est blond, mince et moustachu. Nous avions transmis ce signalement à nos organismes de rapprochement judiciaire, Bordeaux et à Rosny-sous-Bois, qui nous avaient retransmis assez rapidement des photos de gens ou de couples en particulier susceptibles de correspondre. Ces photos sont présentées à Martine Renerick et à son père. Et c'est payant. Et c'est à partir de ces photos-là que nous avons pu faire identifier le couple Fasquelle-Bourdin. Ce couple, le voilà. Jocelyne Bourdin, 29 ans à l'époque, et Marc Fasquelle, 38 ans. Ils sont mariés depuis 7 ans, et s'ils sont dans le fichier, ça n'est pas encore pour des viols, mais pour des vols, des escroqueries qu'ils ont commis ensemble. Les gendarmes et le juge pensent tout de suite que ce couple peut récidiver à tout moment, et ils décident de lancer une diffusion nationale. Toutes les gendarmeries et les services de police de France sont alertés, avec photos, habitudes du couple et mode opératoire. Et ils avaient bien raison de craindre le pire, car le duo Bourdin-Fasquelle a repris la route et, Dominique Rizet, ils vont commettre d'autres viols. Oui, Christophe, 10 jours seulement après avoir enlevé et torturé Martine Renerick en Charente, ils sont ici, à Grand-Auvergne, en Loire-Atlantique. Même mode opératoire. Ils sont dans un gîte rural qu'ils ont loué et sous un faux nom rassurant, ils se font appeler monsieur et madame Verneau d'Astier, des apostrophes s'il vous plaît. Ils contactent la NPE pour une femme de ménage, pour avoir une femme de ménage. Et on leur envoie une toute jeune fille qui a à peine 18 ans. Elle s'appelle Christine Jouan. Elle arrive, et ce qui est assez étonnant, c'est que pendant 1 ou 2 jours, tout va bien se passer. Et un soir, c'est l'horreur qui commence, il est 21h, elle est assise en train de regarder la télévision. Jocelyne Bourdin lui demande de venir avec elle à l'étage pour l'aider à faire une chambre. Fasquelle la suit. Ils arrivent tous les 3 dans la chambre. Il lui pose un pistolet sur la tempe. Il l'oblige à se déshabiller. Jocelyne Bourdin va lui attacher avec des cordelettes les poignets et les chevilles. Elle va lui raser le pubis. Et les viols commencent. Il va la violer à plusieurs reprises. Son calvaire va durer 3 heures. À 6 heures du matin, ils partent après avoir pris un café, coupé les fils du téléphone, l'avoir menacée de mort si elle prévient les services de police ou de gendarmerie, et ils disparaissent comme ça en lui volant quelques dizaines de francs qu'elle a dans son porte-monnaie. Misérable jusqu'au bout. Misérable jusqu'au bout. 10 jours plus tard, ils ont fait 400 km. Ils sont ici, près de Châteauroux, à Prunier, dans l'Indre, dans un gîte rural encore. Ils voient une petite annonce passée par Bernadette Loriot, qui est une secrétaire qui cherche du travail. Ils l'appellent, elle les rejoint dans le gîte rural. Dès qu'elle entre, elle est braquée par les 2. Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin. Tous les 2 ont une arme. Ils l'emmènent dans une chambre, l'obligent à se déshabiller. Jocelyne Bourdin connaît bien ce qu'elle a à faire. Elle sort sa pelote de ficelle, elle l'attache, pieds, mains écartés sur le lit. Il la frappe, il la viole avec une matraque en caoutchouc. Il ensuite va la violer physiquement. Comme elle crie, il lui enfonce un chiffon dans la bouche. Son calvaire va durer 2 ou 3 heures, là encore. Et puis, il l'abandonne au milieu de la nuit. Elle va réussir à se libérer. Ils ont coupé les fils du téléphone, volé son sac à main. Alors, évidemment, on fait le rapprochement entre Renerick, Jouan, Loriot. Les gendarmes font le rapprochement parce que le mode opératoire est toujours le même. Ils savent qu'ils ont affaire à Fasquelle et à Bourdin, mais ils n'arrivent pas à leur mettre la main dessus. Cela fait 20 jours que Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle sont recherchés dans toute la France. Chaque commissariat, chaque brigade de gendarmerie a reçu une circulaire avec leur nom, leurs photos et le signalement de la R25. Le 1er février 86, la brigade de Courtomère, près d'Alençon, reçoit la circulaire. On ne sait jamais. Nous décidons dans l'après-midi de commencer à rechercher dans les gîtes ruraux des environs du canton. Alors effectivement, on commence par celui qui est le plus proche, qui se situe à Ferrières-la-Verrie, environ 5-6 km de la brigade.
Nous arrivons à proximité du gîte et là, effectivement, il n'y a personne, mais il semble quand même les volets sont ouverts, qu'ils soient occupés. Les gendarmes interrogent les voisins, qui ne reconnaissent pas Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle sur les photos. Par contre, ils affirment que le gîte est occupé depuis plusieurs jours par un couple avec une grosse voiture sombre. Des Parisiens, semble-t-il. Un couple avec une voiture foncée. Cela suffit à éveiller les soupçons des gendarmes qui décident de revenir au gîte un peu plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'ils croisent le couple Fasquelle-Bourdin qui revenait au gîte. À la vue des gendarmes, Fasquelle accélère. L'un des gendarmes sort de la voiture et dégaine son arme. Fasquelle lui fonce dessus. L'homme a juste le temps de se jeter dans le fossé pour ne pas se faire écraser. Les gendarmes prennent la voiture en chasse. Malheureusement, la R25 est trop puissante pour l'estafette de gendarmerie qui finit par se faire semer. Le couple le plus recherché de France vient de leur filer entre les doigts. Et juste après, on déclenche le plan alerte recherche pour essayer d'intercepter l'individu au niveau du département et des départements limitrophes, mais sans résultat. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle sont déjà loin. Mais il reste aux gendarmes le gîte rural. Fasquelle et Bourdin sont partis précipitamment. Ils ont laissé derrière eux beaucoup d'indices. Nous trouvons de la nourriture, à peu près pour une semaine, des cordes, sûrement pour attacher ses victimes, et un appareil photo. L'appareil photo contient une pellicule qui, une fois développée, révèle 14 clichés. Des photos d'une violence insoutenable. On y voit les victimes pendant les séances de torture. C'est apparemment Jocelyne Bourdin qui immortalise son mari pendant les viols. Mais surtout, il y a des photos d'eux, des photos où on les voit tout sourire, comme si le couple pervers avait un rituel, posé en amoureux après chaque viol. Pour les gendarmes, ces photos sont une aubaine. Plus récentes, elles permettront aux témoins de les identifier plus facilement. De plus, les gendarmes découvrent que ce couple avait déjà donné rendez-vous à 2 autres jeunes femmes qui devaient venir au gîte pour, soi-disant, signer leur contrat de travail. Voilà, les gendarmes ont laissé filer le couple pervers. Ils ont certes collecté des éléments importants pour l'enquête, mais en attendant, Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin sont à nouveau sur la route en direction du nord de la France avec de nouveaux projets sordides. Le 4 février 86, à Courcelles-sous-Tois, dans la Somme, un automobiliste fait une découverte macabre. Sur le bord de la route, un cadavre, nu, face contre terre, les mains liées dans le dos. C'est une femme. La tête reposait sur la partie déclive du sol, en partie sur le macadam, et une tache de sang s'écoulait sur la chaussée. Le corps présentait des traces circulaires qu'on a pu identifier par la suite comme étant des traces de brûlure d'allume-cigare de voiture. Il y avait par ailleurs aussi des traces de morsures, des traces de violences diverses. Sur place, les gendarmes retrouvent 3 douilles de 22 longs rifles. La mare de sang tout autour du corps laisse peu de place au doute. La femme a été exécutée, là, sur place. Et avant de mourir, elle a manifestement été violée et torturée. L'une des hypothèses de travail au départ était précisément un crime du milieu contre une prostituée, puisque nous n'avions pas à ce moment-là l'identité de la victime. La priorité, c'est donc d'identifier cette femme dont on ne sait pour l'instant pas grand-chose, car elle n'avait plus de vêtements et donc pas de papier. L'identification de la victime n'est pas intervenue immédiatement. Cette femme avait disparu de chez elle la veille, mais c'était une veuve et sa disparition n'est apparue que le lendemain. Et ça nous a été signalé par le maire du village où elle habitait 24 heures après sa découverte. Cette femme, c'est Geneviève Godard, une veuve de 38 ans qui habite Condé-Folie, un petit village à quelques kilomètres de l'endroit où l'on a retrouvé le corps.
Jean-Michel Stolz, vous êtes juge d'instruction à Amiens au moment de la mort de Geneviève Godard. Et alors même que vous n'êtes pas encore désigné pour travailler sur ce dossier-là, vous vous rendez sur les lieux? Oui, il est très tôt, il fait très froid. J'ai toujours cette sensation d'une bise qui couvre cette sorte de plateau, avec des bois à côté. Et puis devant nous, ce corps, une femme qui est allongée sur le dos. Elle est nue? Elle est habillée? Elle est complètement nue, pas un bijou, rien du tout. Hein, pas une trace de vêtement à côté, il y a c'est ça, un corps jeté dans la plaine, à côté du bois. Est-ce qu'autour du corps, il y a d'emblée, vous semble-t-il, des traces exploitables? On constate des traces autour du corps qui se dirigent vers le corps, depuis la route jusqu'à l'endroit où se trouve le cadavre, et que ça va sous le corps. Et le substitut demande à ce qu'on regarde un petit peu sous le corps, puisqu'il semble que les traces se poursuivent. Et là, on voit très nettement une trace, une empreinte avec un talon. Donc, les gendarmes vont faire une empreinte plâtre et constater que c'est une bottine féminine, avec en plus une usure spécifique. Vous êtes aussi présent à l'autopsie. Qu'est-ce qui ressort de l'autopsie d'intéressant? Alors, là aussi, je veux dire, c'est un catalogue de violences. Vous avez cette femme, on trouve des traces de ligature, aussi bien au niveau des chevilles qu'au niveau des poignets. En ce qui concerne les violences, il y a une strangulation, et ensuite vous avez une trace de coup de feu, et les experts vont déterminer que c'est au niveau de la pommette droite, si je me souviens bien. Ça peut être un pistolet à grenaille. Et puis vous avez 3 impacts de balles 22 long rifle. Donc, si vous voulez, vous arrivez devant un cadavre qui a été une sorte de massacre. Et puis également, ce qui est peut-être pire, c'est ces traces de brûlure sur les seins et sur les cuisses, qui nous fait penser à une torture. Et bon, on s'est dit, je me souviens à l'époque, que c'était peut-être pour faire avouer, pour faire donner quelque chose. Les gendarmes s'intéressent à la victime, Geneviève Godard. Ils se renseignent sur sa personnalité, ses relations, son emploi du temps. Un des enquêteurs, à l'examen du corps, nous signale qu'elle est bien coiffée, donc qu'elle est passée récemment chez un coiffeur. Et le lundi, puisqu'elle a disparu le lundi, est un jour traditionnel de fermeture des salons de coiffure. Les seuls salons de coiffure qui sont ouverts le lundi sont ceux des galeries marchandes, des hypermarchés. Les gendarmes épluchent les relevés bancaires de la victime et font le tour des supermarchés de la région. Geneviève Godard s'est bien rendue chez le coiffeur dans un centre commercial près d'Amiens. Et grâce à l'examen des caisses enregistreuses, les gendarmes déterminent avec précision son heure de sortie. On sait maintenant qu'elle a quitté le supermarché avec son caddie plein à 20h20. D'ailleurs, sa voiture n'a pas bougé. Elle est toujours sur le parking. Et juste à côté, son caddie. Vide. Comment cette femme, qui est entrée faire ses courses, qui est allée jusqu'à pas loin de sa voiture, aurait-elle pu laisser et sa voiture et son caddie et partir toute seule volontairement avec quelqu'un, alors que son fils l'attend chez elle? Comment cela est possible? Pour les gendarmes, il semble évident que Geneviève Godard a été emmenée de force alors qu'elle rangeait ses courses dans sa voiture. Ils interrogent le personnel du supermarché. Les caissières vont se rappeler de cette petite femme, parce que Geneviève Godard était une petite femme qui était là, qui était assez coquette, et vont aussi se rappeler, lorsqu'elles sont sorties de leur travail, d'avoir vu un couple dans une voiture, une grosse voiture de couleur sombre, tourner sur le parking. Et même, je crois que certaines d'entre elles ont été importunées par ce couple. Un couple avec une grosse voiture. Enfin, une piste. Les gendarmes décident de dresser une liste de suspects à partir de leur fichier de recherche. Et à Amiens, aussi, on a reçu la circulaire signalant Bourdin et Fasquelle, le couple pervers. Fasquelle est un Picard, c'est quelqu'un qui est né dans la région et qui connaît très bien la Somme. Et ça pouvait coller, et nous l'avons retenu comme hypothèse de travail. Les gendarmes soupçonnent donc les Fasquelle qui ont infligé les mêmes sévices à leurs 3 précédentes victimes. Mais ce qui ne colle pas, c'est que jusqu'ici, ils n'ont jamais tué. Un élément matériel les conforte dans l'hypothèse Fasquelle. Ils viennent de recevoir le moulage de l'empreinte découverte près du corps
de Geneviève Godard. Bien, une fois démoulé, apparaît un talon de chaussure avec des particularités d'usure, avec quelques défauts. Donc, nous avons acquis à ce moment-là la certitude qu'une femme se trouvait sur place. Il n'y a donc plus l'ombre d'un doute. Geneviève Godard est tombée dans les griffes du couple pervers. Un couple qui est passé au cran supérieur de l'horreur. Désormais, les diaboliques ne se contentent plus de violer et de torturer leurs victimes. Geneviève Godard, c'est une torture, un viol, un enlèvement, mais pour la première fois, c'est le meurtre. On passe à une étape supérieure. Et les gendarmes, à l'époque, alors à l'époque, il n'y a pas de psychologues spécialisés, etc. Tous mes gendarmes, avec leur habitude des enquêtes criminelles, pensent que là, le couple, si c'est bien celui-là, est passé à l'étape supérieure. Il va donc aller plus loin. Et maintenant, il faut les arrêter, et les arrêter d'urgence. Une réunion de crise est organisée à Paris. Tous les enquêteurs qui ont eu à travailler sur le couple sont convoqués. Les gendarmes de Charente, de Loire-Atlantique, de l'Indre et de la Somme. Ça permettra d'échanger des informations et notamment pour ce qui nous concerne d'obtenir quelque chose qui va être important par la suite, c'est-à-dire des photographies récentes de Fasquelle et de Bourdin. Jean-Michel Stolz, très vite, vous et les gendarmes pensez que Geneviève Godard a été victime du couple Bourdin-Fasquelle. Franchement, les preuves sont minces. Il y a l'idée qu'il y a eu une grosse voiture à cet endroit-là. Il y a la fameuse empreinte de talons de femme retrouvée sur le lieu de découverte du corps. Il y a le fait que Fasquelle est picard. Oui. C'est pas rien, mais c'est pas tout non plus. Hein. Non, mais il connaît la région. Et on sait qu'ils sont en fuite. On va également savoir très vite que la carte bancaire a été utilisée. Ce qui est aussi le mode opératoire du couple. Et on va également savoir que je crois, la veille de l'enlèvement de Madame Godard, un chéquier, je crois que c'est Loriot, c'est donc une des victimes précédentes, a été utilisé à Méru, qui est dans l'Oise, donc juste à côté. Il faut avouer quand même que ça fait beaucoup d'éléments qui concordent pour aller penser que les Fasquelle sont suspects. À ce moment de l'enquête, la presse est absolument pas au courant. Rien n'a jamais filtré dans l'enquête sur un couple pervers qui sillonnerait la France pour violer des femmes. Vous, il vous paraît très vite évident qu'il faut informer la presse et diffuser les photos des deux suspects. Je crois que, on a réfléchi avec le parquet, avec les enquêteurs également, et à un moment donné, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait une diffusion nationale, parce que si on regarde bien quand même le périple de ce couple en question, si on pense que c'est eux qui sont à l'origine de la mort de Madame Godard, on voit qu'il y a moi je pensais à la notion de spirale, vous voyez, accélération du processus, à la fois par l'intensité, avant on se contente de violer, maintenant on tue, on torture, etc. Et en général, dans une spirale, on continue jusqu'à ce qu'on soit arrêté, quoi. Donc si on ne fait pas quelque chose, on va se retrouver avec 2, 3 et pourquoi pas autant d'autres crimes. Jocelyne Bourdin et Marc Fasquelle sont à la une de tous les journaux. L'affaire prend une dimension nationale. Toutes les radios, toutes les télévisions en parlent. Tous les gens commencent à avoir peur. D'abord parce que on ne sait pas où est le couple. Ils ont une grosse voiture assez puissante qui va vite. Et ils peuvent donc être d'un endroit à l'autre. Donc les femmes seules sont accompagnées. Les jeunes filles, on vient les chercher à la sortie du train, on monte dans le bus, on fait attention à tout, quoi. Donc, et les gendarmes vont recevoir des coups de fil de gens qui pensent avoir vu le couple à tel endroit ou à tel endroit. Et le couple court toujours. Fasquelle Bourdin avait l'avantage d'avoir toujours un temps d'avance sur nous. Nous n'avions pas en 1986 des moyens de diffusion aussi performants qu'aujourd'hui, notamment pour la transmission de l'image. Aujourd'hui, au travers des systèmes Internet, des moyens de diffusion modernes, nous sommes en mesure de transmettre des images extrêmement rapidement, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Les gendarmes rament, Bourdin et Fasquelle, eux,
accélère. À Castel-Sarrazin, dans le Tarn-et-Garonne, à 800 km du lieu du dernier crime, Christine Moros, 27 ans, se rend au tabac près de chez elle pour jouer au loto. Ensuite, comme tous les lundis, elle doit se rendre à son cours de yoga. Elle n'y arrivera jamais. Un policier de Castel-Sarrazin m'a prévenu le matin en arrivant à mon travail qu'il venait d'être contacté par la famille Moros, qui l'alertait de ce que leur fille avait disparu, enfin plutôt n'était pas rentrée de la nuit sans les prévenir. Et ses parents étaient affolés et angoissés parce que c'était pas son habitude. Alors le policier me demande s'il peut entreprendre officiellement des recherches. C'est toujours difficile et même délicat dans ce cas-là de faire rechercher quelqu'un qui est majeur et qui est libre. Enfin, comme j'avais confiance dans ce policier, je lui ai dit commencez les recherches. Au même moment, à quelques kilomètres de là, un paysan découvre dans un fossé le cadavre d'une jeune femme. J'ai reçu un coup de fil de la gendarmerie de Janzac qui me prévenait qu'il venait de trouver le corps d'une jeune femme dénudée dans le fossé. Et j'ai invité ces gendarmes à se rapprocher de la police de Castel-Sarrazin et on a immédiatement fait le rapprochement. Il s'agissait bien sûr de la pauvre mademoiselle Moros. Christine Moros est nue, ligotée. Elle a été étranglée. Ses vêtements ont disparu et les recherches entreprises par les chiens policiers ne permettent pas de les retrouver. Rapidement, les gendarmes soupçonnent le couple pervers. Les enquêteurs de la section de recherche locale nous donnent des éléments qui nous font apparaître des similitudes avec la découverte du corps de Madame Geneviève Godard à Courcelles-sous-Thouars. Comme Geneviève Godard, Christine Moros est retrouvée nue. Comme Geneviève Godard, elle a été torturée, violée, avant d'être tuée. Pour les gendarmes, il n'y a pas de doute. Bourdin et Fasquelle ont croisé sa route. Sans éléments probants, mais intuitivement, les juges et les gendarmes pensent que le couple a encore frappé. Mais pendant ce temps-là, Bourdin et Fasquelle sont déjà loin. Ils sont à 100 km environ du meurtre de Christine Moros, en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, plus précisément à Boulogne-sur-Gesse, à la recherche d'une nouvelle victime, leur avant-dernière victime. Il est 13h lorsque Josette Founeau, une infirmière et mère de famille de 40 ans, quitte la maison de retraite où elle travaille. Comme tous les jours, elle rentre chez elle pour déjeuner. Mais ce jour-là, elle s'aperçoit qu'une grosse voiture, une Renault 25, la suit. Au bout de quelques dizaines de mètres, la voiture s'arrête à sa hauteur. Un bonhomme s'approche d'elle, lui flanque un pistolet dans les côtes en lui donnant l'ordre de le suivre et de monter dans la voiture, ce qu'elle fait obligatoirement. L'homme, c'est bien sûr Marc Fasquelle, qui comme toujours est accompagné de sa femme, Jocelyne Bourdin. C'est elle qui est au volant. Josette Founeau est attachée et conduite dans un bois. Là, Jocelyne Bourdin, à la demande de son mari, la déshabille. Elle va être brûlée sur les seins avec la cigarette de Fasquelle. Et ensuite, celui-ci va faire un simulacre de viol sur elle. Il va même aller au-delà puisqu'il va lui enfoncer son pistolet dans le vagin. C'est un viol sur le plan juridique, incontestablement. Et pendant ce temps, Jocelyne Bourdin, impassible, fait le guet à l'avant de la voiture. En fin d'après-midi, Marc Fasquelle marque une pause. Josette Founeau en profite pour tenter de le raisonner. Sa profession d'infirmière a sans doute contribué à garder une part de son sang-froid et de faire preuve de psychologie à l'égard de ce bonhomme qui était quelque part un petit peu perturbé, qui était, semble-t-il, un petit peu impuissant. Enfin, il y a une perversité chez ce bonhomme-là qui fait que ce n'est pas un étalon. Pendant la discussion, Jocelyne Bourdin fait l'inventaire du sac de Josette.
Carte de crédit, espèces, chéquier, tout y passe. En début de soirée, vers 21h, après avoir parcouru une 60aine de kilomètres, le couple et son otage arrivent à Vic en Bigorre. Là, Jocelyne Bourdin s'arrête au distributeur et retire 1800 francs, 270 € avec la carte de crédit de leur otage. Josette Founeau demande alors à téléphoner à sa famille pour la rassurer. Le couple accepte et se dirige vers une cabine située au centre du village. Mais la cabine est occupée. Une femme est au téléphone. Marc Fasquelle descend de la voiture, dégaine son arme et l'oblige à monter à l'arrière. La voiture repart, cette fois-ci avec 2 otages à son bord, Josette Founeau et Geneviève Tujag. Lorsqu'elles sont toutes les deux dans la voiture, Madame Founeau va faire signe, va faire des gestes à la nouvelle victime pour lui faire comprendre qu'il vaut mieux ne pas se débattre et ne pas essayer de s'enfuir. À un moment donné, donc, elle m'a pris la main et elle me serrait très fort la main pour me rassurer. Mais j'étais complètement terrifiée. Avec l'arrivée de cette nouvelle otage, Josette Founeau se dit qu'elle a peut-être une occasion de négocier sa libération. Cette nouvelle victime plus jeune présentait un attrait sans doute supplémentaire pour Fasquelle. Madame Founeau ne présentait plus qu'un intérêt secondaire sans doute, puisqu'il la lâche. Quand elle est libérée, il fait déjà noir, elle est en pleine campagne, elle va se diriger vers la première maison qu'elle va trouver, elle va donner l'alerte. Josette Founeau est entendue par les gendarmes et elle raconte ce qui lui est arrivé. Son témoignage est capital. Elle a vu ses agresseurs et peut donc donner leur description précise. Nous avons pu présenter à Madame Founeau la fiche de recherche avec photographie des 2 agresseurs qu'elle reconnaît formellement. Donc nous savions que d'une manière quasi absolue que les auteurs de ce rapt étaient Fasquelle et Bourdin. Les enquêteurs savent donc qu'il y a une autre victime et que la cavale continue. Les gendarmes quadrillent la région. Des dizaines de barrages sont dressés sur les routes. En vain. Les Fasquelle continuent leur périple, emmenant leur otage avec eux. À ce moment-là, ils savent qu'ils sont recherchés parce que souvent, ils écoutent la radio, ils écoutent les informations et ils savent que la gendarmerie les recherche. En Haute-Garonne, un couple de sadiques recherchés pour avoir étranglé et violé une jeune femme et en avoir séquestré une autre, relâchés hier soir. C'est pour cette raison qu'ils se cachent dans la forêt, qu'ils se ont recherché toute la nuit des petits chemins. Ils ne cherchent pas les grands axes. C'est Jocelyne Bourdin qui s'occupe de la navigation. C'est elle qui, munie de cartes routières, élabore les itinéraires à suivre pour éviter les gendarmes. Elle a l'air assez calme, lui un peu plus énervé. Après, par la suite, j'ai vu qu'il prenait de l'alcool dans la voiture, dans le coffre. Il buvait assez souvent. Mais c'est lui donc qui dirigeait qui prenait les initiatives et qui dirigeait toute l'affaire, quoi. Geneviève Tujag va passer 24 heures avec le couple. 24 interminables heures d'angoisse, de viol, d'humiliation et de terreur, à l'issue desquelles elle est raccompagnée à la gare, libre. Quand je rentre chez moi, j'apprends tout de leur passé antérieur et là, je prends toute la dimension de cette horreur, de cette histoire incroyable et horrible. Et surtout, je pense aux victimes, que les pauvres sont mortes et que j'ai la chance énorme, malgré ce qui m'est arrivé, d'être toujours en vie. Le couple Fasquelle-Bourdin a encore frappé. Et une fois de plus, la R25 a repris la route à la recherche sans doute d'autres victimes. Si on fait le bilan, le couple compte 7 victimes. La première, Martine Rénéric, à Condéon, près d'Angoulême, le 28 décembre 1985. Elle a été enlevée et violée. Ensuite, Christine Jouan, dans la nuit du 5
au 6 janvier 1986 à Grand-Auvergne, en Loire-Atlantique, près de Nantes, enlevée, violée, elle aussi. La troisième victime, Bernadette Loriot, dans la nuit du 17 au 18 janvier 1986, à Prunier dans l'Indre, là aussi, enlèvement et viol. La quatrième a été enlevée, torturée et assassinée dans la nuit du 3 au 4 février 1986 à Courcelles-sous-Toit, près d'Amiens, dans la Somme. Il s'agit de Geneviève Godard. La cinquième victime, à Jansac, dans le Tarn-et-Garonne, c'est Christine Moros, violée et elle aussi assassinée. La sixième victime, celle qu'ils ont appelée la vieille, c'est Josette Founeau, relâchée le 11 février, après avoir été violée, ici à Boulogne-sur-Gesse, donc en Haute-Garonne. Relâchée parce qu'il fallait s'occuper de la septième victime, Geneviève Tujag, enlevée ici à Vic-en-Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées, toujours le 11 février, et qui a été violée avant d'être relâchée. Il n'y aura pas de huitième victime. Après avoir relâché Geneviève Tujag, le couple passe la nuit caché dans les bois. Le lendemain, Fasquelle et Bourdin essayent de quitter la région, mais les taux se resserrent. Les témoins affluent. On les repère dans les Landes, dans l'Aveyron et dans le Tarn. Les gendarmes dressent des barrages et les contrôles se multiplient. Du coup, les fugitifs se heurtent aux éléments du dispositif et tournent en rond dans le sud-ouest. Il faut faire le plein d'essence. Alors ils s'arrêtent dans une petite station-service à Arthès, dans le Tarn. On allait fermer le portail et arrive une voiture, une R25, de la couleur du signalement, avec les deux personnes à l'intérieur. Ils se sont arrêtés, ils ont descendu la glace, mais ils ne sont pas descendus du véhicule. Ils avaient l'air très pendus, mais ça se voyait, ils étaient stressés. On regardait la route, ils avaient les yeux partout. Une main sur le volant, l'autre main entre les deux sièges, la main sur le vide-poche, parce que sur les R25, il y a un accoudoir entre les deux sièges. Et je pense qu'il était prêt, quoi. Il était sur sa défensive. Pendant que Louis Diaz fait le plein et essaye comme il le peut de les retenir, sa femme appelle les gendarmes qui se mettent aussitôt en route. Mais trop tard. Dès qu'ils arrivent, le couple prend la fuite. L'estafette les prend en chasse mais perd vite leurs traces, la voiture est trop puissante. Encore une fois, le couple pervers s'échappe au nez et à la barbe de la gendarmerie. Le lendemain, 14 février, jour de la Saint-Valentin, le sud-ouest est en alerte. Dans le ciel, 5 hélicoptères. Sur les routes, il y a des barrages, un escadron de gendarmerie mobile, des tireurs d'élite. 1 millier de gendarmes sont mobilisés dans le cadre du plan Épervier. Même Interpol a été alerté au cas où. C'est alors qu'un représentant de commerce croise la voiture juste après avoir entendu un flash à la radio. J'ai réagi de suite en faisant demi-tour le plus rapidement possible, en suivant cette voiture, en relevant le numéro complet. Et à la suite de quoi, la personne qui était dans la voiture m'a laissé passer et a mis son clignotant afin que je puisse la doubler. Et à ce moment-là, j'ai dévisagé les passagers de la voiture, le conducteur en particulier. Et par la suite, bien entendu, je ne me suis pas trop aventuré sur place. J'ai rejoint Trébasse le plus rapidement possible afin de prévenir la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, une voiture de gendarmerie croise la R25 à Montauban. Les gendarmes font demi-tour et la prennent en chasse. Mais encore une fois, les Fasquelle faussent compagnie à leurs poursuivants. Il est 11h55 lorsqu'ils se retrouvent sur la place du village de Montbartier. En face d'eux, une 4L bleue barre la route. À bord, 2 gendarmes. Marc Fasquelle fonce, percute la 4L de plein fouet et tente de repartir en marche arrière. Un gendarme sort de la voiture, crie « halte » et tire avec son pistolet 9 mm. 7 balles atteignent Marc Fasquelle au poumon et à la cuisse. La portière s'ouvre, Fasquelle descend de la voiture et s'effondre. Jocelyne Bourdin sort, les mains en l'air, en hurlant « C'est injuste, c'est injuste !» Il va mourir.
Hébétée, elle n'oppose aucune résistance à son arrestation. La folle virée du couple pervers s'achève dans le sang. Le gendarme qui a voulu arrêter, parce que nous savons que l'intéressé est quand même armé, le gendarme qui s'est fait percuter son véhicule, a été obligé de sortir son arme de défense, si vous voulez, pour arrêter l'individu qui, en tout état de cause, était en train de faire marche arrière et s'échapper à nouveau. Il n'était pas question de se rendre, il n'était pas question de revenir en prison. C'était définitif, c'était un voyage sans retour. Transporté en hélicoptère, Marc Fasquelle meurt avant d'arriver à l'hôpital. Jocelyne Bourdin, elle est conduite, menottes aux poignets, à la gendarmerie de Castel-Sarrazin pour être entendue. Cette fois, elle se retrouve seule face à la justice. Les victimes, elles, sont soulagées. Lorsque nous avons appris à Madame Founot l'arrestation de ses agresseurs et le décès de l'auteur principal, je crois qu'elle a dit tant mieux. Là, je suis vraiment soulagée. Parce que je me dis, lui ne cherchera pas à se venger au moins. Et je me dis qu'il n'y aura pas d'autres victimes. J'étais la dernière et je suis vraiment heureuse d'être en vie après tout ce qui m'est arrivé. Mais il reste le regret de ne pas avoir pu prendre Fasquelle vivant. Je pense que si nous l'avions pris vivant, nous aurions pu avoir des explications sur son comportement et peut-être plus de précisions sur le rapport qu'il entretenait avec Jocelyne Bourdin et sur les raisons qui l'ont amené sur son parcours criminel. Voilà, pour le couple pervers, c'est la fin de la course. Marc Fasquelle est mort, Jocelyne Bourdin va être présentée à ses juges et inculpée de séquestration, viol, acte de torture et d'un double meurtre. Les différents juges qui ont travaillé sur cette affaire ne manquent pas de questions à lui poser, car une telle perversité partagée par un homme et une femme au sein d'un couple marié est extrêmement rare. Qui sont donc Marc Fasquelle et Jocelyne Bourdin ? Comment fonctionnait ce couple ? Comment cet homme et cette femme ont-ils pu basculer dans une telle violence ? La Chaussée-Tirancourt. C'est là qu'est né Marc Fasquelle, le 15 mars 1947. La Chaussée-Tirancourt, un petit village de la Somme. C'est un enfant qui est intelligent, on va dire, qui est brillant, qui est vif. C'est une tête de classe, enfin il est un moteur, on pourrait dire, dans une classe. C'est un enfant vraiment brillant. Contrairement aux autres gamins de la classe, Marc Fasquelle est issu d'une famille relativement aisée. Lui était un ton au-dessus, quoi. C'est vrai, dans la façon dont il était habillé, dans la façon dont il parlait. Nous, on parle un peu picard par ici. Lui parlait très bien, ne parlait pas picard, justement. Alors que Marc est adolescent, la famille Fasquelle quitte la Chaussée-Tirancourt et s'installe à Amiens. C'est à cette période que Marc Fasquelle franchit pour la première fois la ligne blanche. Le travail et la sédentarité ne l'intéressent pas. Il rompt définitivement avec sa famille. En 1971, il a 24 ans et il prend 24 mois de prison pour vol de chéquier. C'est au restaurant, une voisine qui a laissé son sac à main ouvert, on pique le chéquier. Puis on s'en sert un petit peu. Et puis on va faire des courses, on va au restaurant, on mène la grande vie. C'est quelqu'un qui a besoin de mener grand train, de montrer, de faire un peu dans le clinquant. Donc on mène la grande vie, on dépense de l'argent. Jocelyne Bourdin, elle, est née le 8 avril 1956 à Montbéliard. Issue d'une famille modeste, elle grandit dans un milieu ouvrier. C'est une bonne élève qui rêve de devenir infirmière. Après la mort de son père, alors qu'elle a 17 ans, pour aider financièrement sa mère, elle doit travailler comme secrétaire
dans une compagnie d'assurance. Alors Dominique Rizet, parlez-nous des premières années de ce couple Fasquelle-Bourdin. Alors, ils se rencontrent en 1976 dans un bar de Besançon. Et tout de suite, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Ils ne se quitteront plus jamais. 3 semaines plus tard, ils sont à Paris. Et là, Fasquelle dit à Jocelyne Bourdin qui il est. Il a fait de la prison pour des escroqueries diverses. Et elle s'en accommode. Finalement, ça lui convient. Elle reste avec lui. Et 1 an plus tard, leur fils naît à... Très vite, ils vont avoir tous les deux des problèmes avec la justice. Alors ça va effectivement aller très vite parce qu'au moment où elle accouche en 1977, elle accouche sous un faux nom. Parce qu'ils sont déjà recherchés par la police, la gendarmerie, la justice. Tout le monde les recherche parce qu'elle a accepté de vivre comme lui vivait auparavant, c'est-à-dire en commettant des escroqueries, en volant des chéquiers, en utilisant des fausses identités. Ils se déplacent tous les deux, maintenant avec leur fils, de ville en ville, d'hôtel en hôtel. Il ne reste que quelques jours au même endroit. Alors, en 1978, ils sont arrêtés. Lui est mis en prison. Elle, on la place dans un foyer maternel. On s'occupe de son fils, mais leur amour ne faiblit pas. Elle va épouser Marc Fasquelle en prison. De toute façon, il n'y restera pas très longtemps parce que 7 mois plus tard, il s'évade. Et c'est la cavale. Et ça va durer près de 3 ans. On n'arrive pas à leur mettre la main dessus. En 1982, tout à fait par hasard, contrôle de routine de gendarmerie du côté de Chambéry, on arrête la voiture de Fasquelle-Bourdin et leur fils est avec eux. Dans le coffre, on trouve une carabine 22 long rifle, un fusil de chasse, des talons de chéquier, et pour cause, 200 000 francs en espèces, qui correspond à 30 000 € d'aujourd'hui. Et le total de leurs victimes, c'est plus de 500 personnes. À tel point que le président Giraud du tribunal de Chambéry aura cette phrase « De toute ma carrière », en s'adressant à eux, « je n'ai jamais vu une telle obstination dans la délinquance, vous êtes inguérissables ». Jugement, 5 ans pour elle, dont 3 avec sursis, ce qui fait qu'à l'audience, elle va être libérée, puisque c'est couvert par la préventive. Lui, il écope de 7 ans, dont 2 avec sursis, mais comme Fasquelle est un entêté et que la justice est une vieille institution parfois un peu naïve, on lui donne une permission de sortie au bout de 10 mois, et qu'est-ce qu'il fait ? Il replonge. Il replonge, les voilà partis tous les deux, leur fils n'est plus avec eux, ils achètent une puissante Renault 25 avec un chèque en bois, et c'est la dernière trajectoire, c'est la diagonale des fous. La violence du parcours de Jocelyne Bourdin et de Marc Fasquelle reste un mystère. Comment un gars de bonne famille comme ça, qui a été bien élevé, donc qui avait toutes les chances pour mener une vie formidable, sombre-t-il dans la démence et dans l'horreur ? C'est impensable, ça, c'est le coup d'assommoir. Quand on se rend compte de ça, on est tous surpris, tous écœurés même. Au dire de ses proches, Marc Fasquelle aurait vécu, enfant, un événement traumatisant. Il a 8 ans lorsqu'a lieu dans le village un crime atroce. L'affaire de l'institutrice Jeannette Marchal. C'est une Anglaise qui se promène à vélo dans la région de la Chaussée-Thirancourt, qui va être enlevée et qui va être tuée, et qu'on va retrouver dans un marais. L'ami d'enfance de Marc Fasquelle s'en souvient. Tous les gamins du village étaient terrorisés par le tueur. Alors on disait à cette époque-là que le criminel était encore caché dans les marais, qu'à un moment de la nuit, il aurait tellement faim qu'il remonterait dans le village. Et s'il avait été capable de tuer une personne, il était encore capable d'en tuer d'autres pour se nourrir et se défendre. Alors ça, dans l'imaginaire de l'enfant de 8 ans qui entend ça de la bouche des adultes, c'est très inquiétant. D'autant plus inquiétant que le marais où a été retrouvé le corps de Jeannette Marchal se trouverait juste derrière la maison des Fasquelle. La Chaussée-Thirancourt, qui est un tout petit village, se transforme en QG de presse. Toute la presse est là, les gendarmes, la police. Et tout ce village va être au cœur de l'actualité pendant un certain temps, y compris la reconstitution, l'arrestation. Tout va se faire en public. À l'époque, tout se fait en public. Et le Marc Fasquelle, enfant, va assister à tout ça. D'autant plus, nous sommes quand même au XXe siècle. C'est en 1955, c'est pas le Moyen-Âge. L'institutrice est autopsiée
dans le préau de l'école. Alors vous imaginez, quelques jours après, en septembre, on va dans le préau où on a autopsié un corps. Alors ça, je peux vous dire, parce que je l'ai vécu aussi ça, qu'une immense peur vous guette, vous mène et qui laisse des traces. Marc Fasquelle est mort, emportant avec lui ses secrets. On ne saura jamais si le tueur de l'affaire Marchal l'a marqué au point de devenir lui-même un tueur. Mais Jocelyne Bourdin, elle, qu'est-ce qui a pu la pousser à commettre de telles atrocités ? Il faut savoir que Fasquelle et Bourdin avaient une petite télévision portable dans leur voiture et qui branchait sur la cigare et ils s'arrêtaient et puis ils regardaient la télévision. 10 jours avant le premier viol, le couple aurait regardé un film ultra violent, La mariée rouge. Je pense qu'effectivement, la projection de ce film le 18 décembre 1985 sur les écrans de télévision peut être une source d'inspiration puisque, bien entendu, il y a un certain nombre de faits similaires qui sont décrits dans ce film. Le film raconte l'histoire d'un couple qui, avec une bande de loupards, kidnappe de jeunes mariés qui l'emmènent dans les bois. La femme est violée et torturée sous les yeux de son mari. Pendant ces scènes de violence sadique, le couple prend des photos, comme les Fasquelle. Alors, source d'inspiration ou coïncidence ? Malheureusement, la mort de Fasquelle va laisser cet aspect du dossier, cette inspiration de côté, puisque Jocelyne Bourdin, bien entendu, ne va jamais avouer quelles ont été les sources d'inspiration, y compris de son compagnon. Jean-Michel Saultz, dans le cadre de l'instruction, vous êtes amené donc à interroger Madame Bourdin pour l'assassinat de Madame Godard. Comment est-ce qu'elle se comporte dans votre bureau ? Comment ça se passe ? Je vois une femme plutôt jolie. On nous parlait d'une dame un peu boulotte, etc. Elle a des yeux bleus, clairs, qui regardent les gens. Elle n'est pas forcément très, très bavarde. Mais ce qu'elle dit, c'est toujours réfléchi. On sent une femme intelligente qui maîtrise complètement ses propos. Alors elle coopère ? Enfin, elle accepte de raconter ? Ah oui, tout à fait. Elle l'avait déjà fait devant les gendarmes. Et devant moi, je la laisse s'expliquer. C'est un peu ma technique, je la laisse d'abord parler. Et après, je fais préciser les points. Et je vois tout de suite que dans ses explications, visiblement, elle veut tout mettre sur le dos de son mari qui est mort. C'est toujours évidemment plus pratique. Donc elle se contentera à chaque fois de dire « Moi je subis, je suis menacée, il me menace moi, il me menace mon enfant ». Et elle se restreint un petit peu à cette explication. Docteur Heisenberg, vous avez expertisé Jocelyne Bourdin à la demande du juge d'instruction. Quand elle est là face à vous, elle est dans quelle posture ? C'est surprenant, je l'ai vue 2 fois, de longs entretiens, et elle est très volubile, et elle va me parler des faits, me parler de son histoire sans difficulté. Voilà une femme d'abord qui s'engage dans une relation déjà au départ que beaucoup de femmes auraient fui, parce que quand même un petit peu dangereuse, prometteuse plus de difficultés que de plaisir, sous prétexte de l'amour. 1 an après, elle tombe enceinte. Une grossesse qu'elle va faire en cavale. Elle me dit qu'elle a fait 70 000 kilomètres, ce qui laisse supposer un peu les souffrances en voiture qu'elle a pu subir. Pour nous considérons qu'il y a là quelque chose que nous appelons le masochisme moral. Lui, même si nous ne l'avons pas entendu, je crois qu'il est facile d'imaginer combien il pouvait avoir de pulsions sadiques. Car le sadique, ce qui l'excite, c'est justement pour ça qu'il torture, qu'il fait du mal, c'est l'expression de la douleur. C'est la souffrance, c'est les pleurs, c'est les cris, c'est tant que la victime essaye de s'opposer. Est-ce qu'elle exprime quelque chose qui ressemble à des remords ? Absolument. Ah, oui, remords, non. Non, des regrets, oui. Je fais toujours la différence entre les regrets et les remords. Dans les prétoires, les regrets sont extrêmement fréquents. Je regrette. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est si la personne qui est accusée, justement, va accéder au remords. Le remords, c'est la nouvelle mort, c'est revivre la mort de la personne à qui on a fait du mal. Donc, obligatoirement, ça va s'accompagner d'un moment dépressif, de la perception du mal que l'on a pu faire. Et elle n'en est pas là. Elle n'est pas au remords. Après son arrestation, Jocelyne Bourdin entame un tour de France des palais de justice.
Pour chaque victime, elle est entendue par le magistrat qui instruit l'affaire. Pour le premier assassinat, celui de Geneviève Godard, près d'Amiens, le juge Stolz organise une reconstitution. Tout le monde est là, l'accusé, son avocat, les gendarmes et bien sûr, les journalistes. Et il va y avoir quelque chose d'assez étonnant, c'est la relative passivité et de Madame Bourdin. Elle va rester là, comme si finalement rien s'était passé. Elle est là à côté, on va lui tendre à un moment donné un mannequin pour mimer ce qui a été fait au corps de Madame Godard. Elle va refuser de prendre le mannequin. Elle va rester là, passive. Le journaliste Georges Charrière va être le témoin d'une scène hallucinante. Une image qui m'a marqué et qui restera gravée dans ma mémoire, c'est qu'à un moment donné, j'ai eu la possibilité de passer près du véhicule de gendarmerie où se trouvait Jocelyne Bourdin. Elle était assise à l'arrière du véhicule et elle tricotait. À 10 mètres d'elle, il y avait les experts qui étaient en train de discuter avec les gendarmes et les magistrats instructeurs et les avocats des conditions dans lesquelles une femme avait été torturée, assassinée. Et Jocelyne Bourdin était tranquillement dans le véhicule en train de tricoter. Comment est-ce qu'elle réagit quand elle retourne sur les lieux de ce premier cadavre? Alors là aussi, même dès le départ, j'ai pas senti en elle de quelconque sentiment vis-à-vis des victimes. Elle pensait à elle. Elle parlait beaucoup de son fils. Je crois que là-dessus, elle avait un vrai sentiment. Mais quand elle parlait des victimes, j'ai vu quelqu'un qui était relativement froid. On parle de compassion ou d'empathie, je la vois pas chez elle. Donc au fond, au moment de la reconstitution, comme au moment de l'interrogatoire, elle se contente de dire il me forçait, oui. Et c'était lui, c'est pas moi, quoi. Dans son récit, elle se situe matériellement, physiquement, toujours de manière à éviter de prendre une quelconque responsabilité. Je ne regardais pas, je tournais le dos, je n'ai pas vu, j'étais loin, etc. Donc sur place, la présence des empreintes de bottines, par exemple, c'est quelque chose qui la place au moment, juste devant le corps de Madame Godard. On peut même imaginer qu'elle aide à porter ce corps. Donc ça prouve qu'elle n'est pas restée dans la voiture, par exemple. Voilà, je la mets en face à ces contradictions, mais ceci étant, elle admet qu'elle était sur place. Mais elle va toujours essayer de contourner ces éléments objectifs. Même attitude lors de la reconstitution des 2 derniers enlèvements, ceux de Josette Founeau et de Geneviève Tujag. Jocelyne Bourdin est tout aussi déconcertante. Madame Bourdin est étrangère à tout ce qui se passe autour d'elle. Elle se refuse à tout commentaire, ne répond à aucune question. Elle est dans son coin et dans un silence absolu. Ce n'est que plus tard, lorsque nous traversons les Landes, qu'elle dira aux gendarmes qui l'escortent « Tiens, c'est ici que nous sommes passés ». Cette petite participation permettra notamment à Madame Tujag de reconnaître les lieux et de conduire exactement à l'emplacement où elle a subi ses propres violences et où nous retrouverons des objets qui ont été des reliefs de repas qui ont été laissés par le couple. À chaque fois, à chaque nouvelle reconstitution, les conclusions sont accablantes pour Jocelyne Bourdin. On voit néanmoins qu'elle est bien sûr toujours là, qu'elle aurait pu s'enfuir, peut-être permettre aux victimes de s'enfuir, ne pas participer aussi directement aux actes commis par Fasquelle. Lorsque s'achèvent ces reconstitutions successives, quelle idée est-ce que vous faites du rôle de Jocelyne Bourdin par rapport à celui de Marc Fasquelle? Elle était un acteur principal ou secondaire? Jocelyne Bourdin a toujours minimisé son rôle, mais quand on prend point par point les actes qui ont été commis par Jocelyne Bourdin, on se rend compte qu'elle a une part active au fait, puisque elle conduit la voiture pendant que Marc Fasquelle viole les victimes. Elle lie les mains de la victime, les entrave sans que l'ordre ne lui soit donné. Elle surveille les victimes en les menaçant de l'arme. Donc elle a une part totalement active, tant dans l'enlèvement que dans les viols aggravés qui sont reprochés. Est-ce que, selon vous, dans tous ces enlèvements, et vous êtes concerné par 2 dossiers seulement, mais vous connaissez les autres dossiers, évidemment,
il y a un côté suicidaire. C'est-à-dire, à un moment donné, comme il n'y a plus rien à perdre, on en commet d'autres. Voilà, l'escalade s'enclenche. Alors déjà, il y a une escalade dans la mesure où les premières victimes ont été contactées par annonce. Et puis, une accélération se fait, et notamment pour les 2 dernières victimes pour lesquelles j'ai instruit, c'est qu'il n'y a absolument plus de différé dans la pulsion de Marc Fasquelle. Il voit une femme qui physiquement lui plaît, et donc immédiatement il jaillit de son véhicule et l'enlève sous la menace de son arme. Vous pensez que c'est ce qu'il cherchait, se faire abattre par un gendarme comme ça, pour en finir? Marc Fasquelle, a priori, était quelqu'un d'intelligent. D'après ce que j'en sais, en tout cas, on sait que c'est un escroc, donc il est au minimum astucieux. Sachant qu'il était armé, il devait certainement savoir ce qu'il encourait. Le procès s'ouvre le 16 mai 89 devant la cour d'assises de Montauban. Les faits sont effroyables. Et au bout d'1 heure, le président fait évacuer le public et les journalistes. Le procès va se tenir à huis clos. Jocelyne Bourdin a soigné son apparence. Le cheveu court, vêtu d'un chemisier blanc sous une stricte veste à carreaux, l'accusé Bourdin est redevenu la secrétaire Jocelyne. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine banalité dans sa personnalité, dans la manière dont elle se tenait, dans la manière dont elle était habillée. Finalement, rien ne pouvait laisser penser qu'elle était complice de crimes aussi odieux. Madame Bourdin paraît prostrée. Il semble qu'elle ait été un petit peu formatée par ses défenseurs, puisque elle a vraiment le comportement d'une victime qui regrette ce qui s'est passé et ce qu'elle a pu faire. Les victimes, celles qui ont eu la chance de survivre, sont là elles aussi. Je suis glacée sur le moment. Puis je me contiens et je me dis, il faut... Puis par moment, pendant le procès, je la regarde. C'est vrai que souvent, elle baisse les yeux. Dès les premières minutes, Jocelyne Bourdin explique. Fasquelle me menaçait, il ne voulait plus que je le quitte. Il aurait pu tuer ma mère ou mon fils. Alors je finissais par penser et avoir comme lui. Sa défense est de dire qu'elle était tombée sous la coupe de Marc Fasquelle, qu'il l'avait un petit peu réduit en une espèce d'esclavage moral, un peu comme le gourou d'une secte, et qu'elle ne pouvait plus lui résister, et que donc elle était sous son pouvoir, et que si elle n'avait pas accepté de faire ce qu'il lui demandait, peut-être que ce serait elle qui serait morte. Ses avocats, Maître Lamourou et Maître Furbury, adoptent cette stratégie et rejettent toute la culpabilité sur Fasquelle. Une défense classique lorsqu'un des auteurs est mort et n'est plus là pour se défendre. Mais des rescapés témoignent. Je raconte ce qu'ils ont fait. Ce qui est encore plus difficile, c'est que bien sûr, mon mari est venu m'assister moralement au procès, qu'il entend, je lui ai déjà tout raconté, mais il entend à nouveau tout ce que cette crapule m'a fait. Les témoignages mettent à mal la défense. Martine Renerick, la première victime, raconte même que Jocelyne Bourdin a assisté à son viol avec un plaisir non dissimulé. Elle dit, et elle le confirme dans plusieurs interrogatoires, elle était encore plus ignoble que son mari, et cela se voyait sur son visage. Et elle aurait pu maintes fois l'arrêter et lui dire stop, mais elle ne l'a pas fait. Les victimes sont formelles et unanimes. Jocelyne Bourdin n'avait pas un rôle secondaire, elle était même le cerveau du couple. C'est elle qui a attaché à chaque fois les victimes. C'est elle qui a amené, notamment pour Martine, les bougies, pour une autre, une cuillère en bois. C'est elle qui allait au-devant des désirs de son compagnon et de son mari. Et d'ailleurs, si elle avait si peur de lui, pourquoi ne pas avoir tenté de s'enfuir ? Au cours de leur cavale, ils ont rencontré un couple avec qui ils ont pratiqué l'échangisme, qu'à plusieurs reprises, Jocelyne Bourdin et la jeune femme sont sortis seuls faire des courses, et que manifestement, il n'y avait pas, disons, d'emprise de Fasquelle sur son épouse.
Vous êtes certain que ça n'est pas elle qui l'entraîne? Ça n'est pas elle qui lui dit et si tu enlevais une fille, ça m'excite? Écoutez, je vais aller toujours dans ma spécialité, si vous le permettez, mais il y a toujours dans ces couples quelque chose qui fait que c'est un couple maudit. Le masochisme va choisir comme compagnon quelqu'un dont l'inconscient a pressenti qu'il avait aussi des pulsions agressives, autrement dit des pulsions sadiques. Et le sadique va être d'autant plus conforté dans son sadisme qu'il va se mettre en union avec une personne qui, effectivement, il a senti qu'il pouvait en faire sa chose. Parce que quand elle part d'une scène de crime, lui s'arrête. Si elle part du lieu où se déroule le viol, il arrête le viol. Donc c'est bien le couple, c'est le couple qui est pervers. Oui, le couple est pervers, mais pas au même degré. Elle n'a rien fait, certes, mais je peux extrapoler en disant que de voir les victimes humiliées, ligotées, violées, voire battues, par identification, elle a pu d'une part prendre une part de jouissance, mais de jouissance au sens, disons, qui dépasse le sexuel, même s'il y a peut-être une connotation, en s'identifiant aux victimes. Vient l'heure des plaidoiries. Ces avocats tentent une dernière fois d'atténuer sa responsabilité. Leur stratégie est très claire. Fasquelle devenait fou, Bourdin ne pouvait pas s'échapper. Bourdin était en quelque sorte elle-même victime de Marc Fasquelle et donc elle n'est restée là que pour l'empêcher d'aller encore plus loin qu'il ne l'a été. Mais pour Jean-Louis Brignol, l'avocat général, Jocelyne Bourdin est totalement responsable de ses actes. Il rejette toute circonstance atténuante et requiert 20 ans de réclusion criminelle. J'avais pas la démonstration qu'elle avait du sang sur les mains. Donc il n'y avait que des actes de complicité. Et c'était quand même une peine qui me paraît sévère, qui me paraissait juste et proportionnée à ce qu'elle avait fait. À la surprise de tous, l'avocat général ne demande pas de peine de sûreté. Je n'avais pas la conviction qu'elle récidiverait. Je pense que ça a été une folie passagère à laquelle elle a pleinement participé, mais qui était due à la conjonction, à la réunion de circonstances qui ne pourraient plus se retrouver. Après 2 heures de délibéré, les jurés répondent oui aux 67 chefs d'accusation qui pèsent contre Jocelyne Bourdin. Elle est reconnue co-auteure ou complice de viols avec armes, de 2 meurtres avec torture et d'actes de barbarie. Jocelyne Bourdin est condamnée à 20 ans de réclusion criminelle, une peine assortie d'une période de sûreté de 13 ans. Les jurés ont été plus sévères que ce que j'avais demandé. Donc non seulement la ligne de défense ne les a pas convaincus, mais je crois surtout que la douleur des victimes, de celles qui étaient là et de celles qui n'étaient plus là, elle aussi les a convaincus. À l'énoncé du verdict, Jocelyne Bourdin ne montre aucune réaction. À l'époque, il est impossible de faire appel d'un verdict d'assises. Jocelyne Bourdin se pourvoit donc en cassation et sa demande est rejetée. Aujourd'hui, elle est libre.